Il avait posé la main frêle de sa mère contre sa joue, senti sous ses doigts la chaleur qui s'affaiblissait comme une bougie que l'on protège du vent. Elle avait parlé avec une voix qui ne voulait pas partir. 2 mots qui furent tout un projet. Apprends, aide. Il avait hoché, juré sans savoir encore comment, seulement avec la certitude que tenait sa petite poitrine. Je deviendrai quelqu'un qui partage le savoir, avait-il dit, comme on souffle une prière à mi-voix. Elle avait souri, comme si la promesse rendait la nuit moins froide, et puis le souffle s'était arrêté. Le serment resta suspendu dans l'air clinique de la chambre, un fil que Benjamin s'efforça de garder intact, plus solide que le carton de ses cartes retrouvées, plus précieux que la couverture effilochée qui lui servait de lit. Ce serment serait son or même quand les lampadaires vacilleraient et quand les repas se feraient rares. Ce serment expliquerait ses nuits blanches, ses doigts noirs de suie à force de tourner des pages abandonnées, ses matinées passées à ramasser des cahiers en vrac près des poubelles d'une école. C'était une promesse faite à une femme qui n'avait presque plus de mots, et c'était la seule boussole qu'il acceptait de suivre. La rue, pour lui, n'était pas seulement un lieu de survie, c'était une salle d'attente, un livre ouvert, une épreuve quotidienne où chaque petit gain avait la saveur d'une victoire. Les matins commençaient souvent par le même rituel. Fouiller les containers derrière les boulangeries pour un pain encore un peu chaud, trouver un coin hors du vent pour entrer les doigts dans les gants troués et compter à voix basse les centimes glanés. Il connaissait les horaires des bus, les places où l'on pouvait échanger un café contre un sourire, les bancs qui restaient secs même après la pluie. Mais ce qu'il connaissait surtout, c'était l'odeur du lampadaire lorsqu'il s'allumait le soir, l'odeur des pages froissées, la chaleur ténue du halo jaune qui devenait sa lampe de chevet. Sous ce lampadaire, il avait aménagé sa propre école, une moitié d'un pan de trottoir, un sac à dos en toile percée qui contenait des trésors, des cahiers dépareillés, des stylos qui n'avaient plus beaucoup d'encre, une règle cassée et un manuel d'arithmétique livré par hasard. Il réunissait ses matériaux comme un artisan rassemble ses outils. À la lueur tremblante, il recopierait des pages, pratiquerait des multiplications sur des bouts de papier, s'entraînerait à tracer des lettres nettes. Les automobilistes pressés ne voyaient qu'un garçon penché sur des feuilles, un peu sale, les genoux serrés contre la poitrine. Ils ne voyaient pas la concentration farouche qui plissait le front de Benjamin, comme si chaque calcul faisait reculer l'obscurité d'un pas. Les cahiers venaient monter parfois de très loin. Un élève distrait avait laissé tomber un carnet, un vieil homme avait jeté des prospectus, un petit commerçant avait offert une feuille arrachée pour sauver la dignité d'une page blanche. Benjamin transformait tout cela en leçons. Il apprenait la grammaire en recopiant les phrases des affiches de théâtre, la géographie en traçant au crayon des contours de pays qu'il voyait rarement sur une carte. Et s'il n'avait pas d'enseignant, la rue lui donnait des maîtres, la patience du boulanger qui mesurait le temps comme on pétrit une pâte, la logique du jardinier qui expliquait à mots comptés comment une graine devenait plante. Il observait les gestes, consignait mentalement les règles et recommençait le soir, sous ce même lampadaire qui était devenu sa salle de classe à ciel ouvert. La faim parfois coupait le fil de sa concentration. Le pain, même rassis, redevenait une question urgente. À ces moments-là, Benjamin gardait la promesse au chaud comme un secret. Si je tiens, un jour je ne laisserai aucun enfant apprendre à la rue. Ce n'était pas une pensée lointaine, mais une habitude de résistance. Il la murmurait, comme on s'adresse à un ami fidèle, et la phrase l'aidait à se relever après une nuit où le froid avait mordu ses os. Sa façon d'apprendre n'était pas élégante, elle était tactique. Il déchiffrait l'écriture sur les affiches de l'école Saint-Pierre, retenait les mots du tableau quand les fenêtres étaient ouvertes, glanait les réponses qu'il entendait derrière une vitre. L'école était là, à portée de voix, mais pas de main. Il savait où les élèves riaient, où la cloche sonnait, à quel moment la sonnerie marquait la fin de la récréation. Il avait appris à être discret comme un chat, à se fondre dans les ombres, à écouter sans être vu. Sa salle préférée était la fenêtre du premier étage qui donnait sur la cour pavée. Assis sur un muret voisin, il pouvait entendre la leçon de sciences ou de mathématiques, parfois sentir l'odeur du chocolat dégoûté. Il y eut des petites victoires qui lui donnèrent du courage. Un jour, un professeur avait écrit au tableau la table de 9, et sans pouvoir s'empêcher, Benjamin l'avait dit tout haut pour vérifier dans sa tête. Une voix derrière lui s'était étranglée. « Comment tu sais ça ?» Il s'était retourné, un étranger dans ses propres gestes. C'était un rire léger, le son d'un ruban de cheveux qui se balançait. Une fillette, pas plus âgée que lui, l'avait fixé avec curiosité plutôt que mépris.
Ses yeux étaient clairs comme une vitre propre. « Moi, je m'appelle Mirabelle », avait-elle dit alors, comme s'il avait été le voisin d'enfance qu'elle venait de retrouver. Benjamin avait voulu se racler la gorge, inventer un nom qui ne raconterait pas la rue, mais rien n'était venu. Il avait murmuré « Ben. » Et Mirabelle avait offert un biscuit, timidement. Elle avait tendu son sac, et à l'intérieur, entre une boîte à goûter et un petit jouet, il y avait 2 tartines de confiture. Ce fut la première fois qu'il partagea un morceau de pain chaud avec un enfant qui ne lui demandait rien en échange. Le goût de la confiture lui sembla, pour un bref instant, un avant-goût d'autre chose, comme si un futur plus doux connaissait déjà son nom. Ils avaient en parlé à voix basse, en regardant du même côté. La fenêtre de la classe, la dame qui expliquait, la craie qui crissait. Mirabelle posait des questions simples, pas cruelles. « Tu écoutes souvent ? Pourquoi tu n'entres pas ?» Benjamin répondait avec honnêteté, et la façon dont elle plissa le front traduisait non pas du jugement mais de la perplexité. Cela le rassura. Il n'était pas uniquement un intrus, il était aussi un mystère à résoudre pour une enfant. La curiosité de Mirabelle se transforma rapidement en une fidélité douce. Elle commença à lui apporter, quelques fois par semaine, un morceau de pain, puis un petit cahier trouvé sous un pupitre, puis une gomme qu'elle n'utilisait plus. Elle inventa des prétextes pour passer près du mur où il était assis. Par son intermédiaire, Benjamin apprit plus rapidement. Elle chiffrait d'abord pour lui, puis lui montrant comment on pouvait retourner une erreur en leçon. Quand elle trouva une page de mathématiques qu'elle n'avait pas comprise, elle venait s'asseoir près de lui pour essayer à nouveau. À travers ces questions simples, elle força Benjamin à expliquer. Et expliquer, c'était comprendre mieux encore. Il y eut aussi des jours où la rue mordait en retour. Des passants pressés sifflaient ou détournèrent le regard. Un gardien de l'école avait menacé de le chasser, agitant un coup de sifflet comme une menace sonore. On lui avait dit que la rue n'était pas un endroit pour rêver, que ses ambitions étaient une illusion. Il encaissait ces mots comme des projectiles. Ils faisaient mal, mais ne faisaient pas reculer sa promesse. Sa mère lui revenait en mémoire, ses mains frêles, le souffle éteint, et le serment se rappelait au bord de sa langue. Un soir, la situation prit une tournure plus tendue. Il faisait humide, la pluie avait lavé le bitume et l'avait rendu luisant. Benjamin était posté derrière la haie qui séparait la cour de l'école de la rue, écoutant un cours d'histoire. Soudain, la porte latérale s'ouvrit, et une femme en veste sobre, cheveux relevés, descendit la petite allée. Elle s'appela Madame Linda. C'était ainsi que le directeur et quelques élèves l'appelaient. C'était la professeure, sévère et juste, dont la réputation de rigueur battait la cour comme un tambour. Elle avait l'habitude de quitter l'école tard, et une habitude plus rare. Elle avait l'œil pour les détails qui dérangeaient. Elle remarqua le sac en toile près de la haie, le mouvement furtif d'une silhouette, et son front se plissa. Elle s'approcha, les pas précis, comme si elle rassemblait ses pensées en même temps que la distance. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix qui pouvait être douce quand elle le voulait. Benjamin se figea. Il ne savait pas si fuir était la solution. Il mesurait la possibilité d'être encore une fois repoussé. Mirabelle, présente sur le muret voisin, sentit l'ombre et eut un geste d'enfance. Elle sauta à terre et courut vers la femme pour dire la vérité. Elle dit que le garçon ne faisait rien de mal, qu'il aimait écouter, qu'il partageait des biscuits, que parfois il expliquait les choses mieux que certains camarades. La vérité de la fillette fut une clé. Madame Linda regarda Benjamin, et au lieu de le chasser, elle lui demanda son nom. Il le prononça, hésitant. Il ne sut écrire ses papiers, ne sut réciter un âge qui sonnerait juste. Elle lui tendit une main, pas une main qui ordonne, mais une qui évalue. Elle lui demanda s'il savait lire. La question avait l'échancrure d'une plaisanterie et aussi la pointe du défi. Benjamin ouvrit son cahier, enfouit dans le sac, et montra les lignes noircies, les ratures, les progrès. Madame Linda prit le cahier entre ses doigts et le feuilleta comme si elle plaçait une loupe sur une graine. Ce fut à ce moment précis que la personne qui allait changer la trajectoire de sa vie entra dans la scène. Une voiture noire s'arrêta non loin, et une femme descendit, vêtue avec une élégance discrète. Ses pas étaient calmes, son regard posé. Elle s'appelait Madame Jeannette. On disait qu'elle était avocate, une femme habituée à peser le pour et le contre, à écouter les histoires humaines et à y apporter des réponses. Le hasard ou le destin la plaça ce soir-là, au coin d'une haie, où l'humanité du monde urbain se montrait sous ses formes les plus nues. Madame Jeannette observa la rencontre avec un silence qui en disait long. Elle avait vu des gens qui n'osaient pas demander, des jeunes qui se cachaient,
des adultes trop occupés pour regarder. Elle regarda Benjamin, puis la fillette, puis le cahier. Elle plissa les yeux, non par jugement, mais par la concentration d'une personne qui sait reconnaître un point de départ. Elle demanda à son chauffeur d'attendre, s'approcha et, sans demander l'autorisation, offrit un paquet de biscuits à Mirabel, puis appela la femme qui tenait le cahier. Ce geste fut simple, sans emphase, mais il fit tomber une barrière. La façon dont elle parla à Benjamin n'était pas celle d'une personne qui sauve, mais d'une personne qui veut comprendre. Elle demanda d'où il venait, comment il avait appris ainsi, quelles étaient ses ambitions. Quand il parla de sa mère, de la promesse faite sur un lit d'hôpital, elle inclina la tête, comme si chaque mot pesait. « Tu veux enseigner » demanda-t-elle, presque étonnée. Benjamin hocha la tête. Il avait dit « aider », mais n'avait pas encore formulé en public le mot « enseigner ». Le prononcer donna de la substance à sa promesse. Madame Linda, à côté, observait avec un mélange de surprise et d'admiration. Elle avait vu des élèves se perdre malgré les programmes, des jeunes abandonnés pour des raisons qui souvent n'étaient pas de leur responsabilité. Ici, il y avait un feu intérieur qui ne semblait pas s'éteindre. C'était un feu que des années d'apprentissage devaient respecter et canaliser. Madame Jeannette, de son côté, posa des questions pratiques, mesurant sans juger la possibilité d'un accompagnement. Elle parla d'aide, de tuteur, d'une procédure pour offrir un encadrement légal. Ses mots restèrent prudents, comme si elle cherchait à transformer l'émotion en plan d'action. La présence de Madame Jeannette changea la dynamique. Les passants habituels cessèrent de s'intéresser. Une alchimie différente opérait. Mirabel observait, silencieuse, heureuse et étonnée. Sa curiosité avait déclenché une suite d'événements inattendus. Benjamin sentit son cœur battre plus fort. Il n'était plus seulement un garçon dans la rue, il était quelqu'un que l'on écoutait, dont la parole comptait. Il sentit aussi quelque chose d'autre. La peur de perdre ce fragile confort si on venait le prendre pour autre chose. Mais en même temps, il y avait l'odeur du pain chaud dans un sac neuf, la promesse que quelqu'un pouvait faire plus que passer. Le soir tomba, la cour se vida, et les voix s'estompèrent. Madame Jeannette proposa de raccompagner Mirabel et sa mère chez elle, prétextant la nuit qui tombe. Elle demanda à parler à Madame Linda en aparté, puis revint vers Benjamin en lui proposant de le conduire quelque part pour un abri, un « endroit où l'on dort bien », dit-elle en choisissant ses mots avec soin. Benjamin hésita. Accepter, c'était franchir la frontière entre la survie et le risque d'une nouvelle dépendance. Refuser, c'était rester seul sous le lampadaire avec sa promesse comme seule compagnie. Il regarda la fenêtre de la classe une dernière fois, comme pour inscrire la scène au creux de sa mémoire. La craie, la silhouette du professeur, la table ronde où Mirabel avait une fois partagé sa souris en plastique. Puis il leva les yeux vers Madame Jeannette et sentit une chaleur qui n'était pas seulement celle d'un abri possible. C'était la sensation d'une porte qui s'entr'ouvre sur un couloir long et incertain, mais éclairé. Si cette histoire vous touche, restez jusqu'à la suite pour voir comment une promesse, des rencontres et des années de travail peuvent transformer une vie. La voiture s'éloigna avec Mirabel et sa mère. La rue reprit son souffle normal, mais quelque chose avait changé. Benjamin, serrant son cahier contre sa poitrine, suivit la silhouette de Madame Jeannette à distance. Ce qu'il ignorait encore, c'était la complexité des chemins qui l'attendaient. L'inscription à une école officielle, la difficulté à se faire accepter, les nuits à étudier tandis que d'autres dormaient, la nécessité de travailler pour contribuer au foyer d'accueil, le regard parfois suspicieux des camarades. Il ne savait pas encore s'il faudrait renoncer à certaines illusions, ou s'il proviendrait une aide qui lui ouvrirait des portes. Dans la voiture, Madame Jeannette écoutait la petite Mirabel parler de l'école avec une pétillance qui lui rappelait peut-être ses propres souvenirs d'enfance. Elle fronça légèrement les sourcils en pensant au garçon assis non loin. Quelque chose dans sa façon d'observer et de répondre indiquait une ténacité rare. Elle pensa à sa pratique d'avocate et à toutes les situations où des gestes concrets pouvaient renverser un destin. Elle se demanda quelles mesures prendre, comment éviter l'effet de pitié superficielle et proposer une aide structurée. Elle réfléchit au logement temporaire, au suivi scolaire, aux démarches administratives, sans entrer dans les détails, en posant d'abord la question: comment préserver la dignité et l'indépendance d'un jeune qui avait déjà tant dû abandonner? Pendant qu'elle réfléchissait, Benjamin marchait derrière la voiture, ne voulant pas paraître importun, mais désirant comprendre. Il avait soif d'un signe qui validerait son espoir. Le signe vint sous la forme d'un sourire mesuré, puis d'un geste de la main de Madame Jeannette qui l'invitait à monter. Il monta, comme on grimpe sur une échelle vers un étage inconnu,
le sac de toile serré comme un trésor interdit. À l'intérieur, il fit l'inventaire de ses cahiers, 3 dont les marges étaient noircies, un vieux manuel de géométrie et une page où il avait tracé, maladroitement, sa promesse. La conversation dans la voiture fut courte. Madame Jeannette s'enquit de son âge, sans exiger de papier. Elle chercha des éléments qui feraient de pencher la balance en faveur d'un accompagnement durable. Benjamin répondit avec l'honnêteté d'un garçon qui n'avait plus rien à dissimuler. Il parla de sa mère, de la promesse, de la nuit sous le lampadaire. Il parla du désir d'enseigner, non pour la gloire, mais pour que d'autres n'aient pas à apprendre à la rue. Quand la voiture s'arrêta à une porte qui ne sentait pas la rue, Benjamin sentit un mélange d'appréhension et de gratitude. Derrière cette porte, il y avait la possibilité d'un lit chaud, d'un dîner à l'heure, d'un bureau où l'on vous demandait d'étudier plutôt que d'être chassé. Mais il y avait aussi une autre chose. L'idée que, pour que sa promesse survive, il faudrait travailler dur, accepter l'humilité d'être guidé, et parfois se perdre pour mieux se trouver. Et surtout, il faudrait accepter que certains jours seraient lourds, que certains secours demanderaient en retour un effort constant. Ils entrèrent. L'air était différent, plus propre, moins âpre. Des cadres discrets ornèrent les murs, des livres bien rangés donnent une sensation d'ordre. On lui proposa de nettoyer un peu, de s'asseoir, de boire quelque chose de chaud. Benjamin, qui avait passé tant d'heures à apprendre seul, sentit que l'apprentissage prenait désormais une autre forme. L'apprentissage de la confiance. À ce moment, alors que la porte se refermait doucement derrière lui, se préparait la suite des années. Il y aurait des mois d'inscription officielle, des évaluations, des réunions, des moments où il douterait autant qu'il réussirait. Il y aurait aussi des mains tendues et des visages qui deviendraient la famille choisie. Mais tout cela restait à construire, fil après fil, comme un tapis que l'on tisse avec patience. Et la promesse faite sur un lit d'hôpital n'était plus seulement un mot chuchoté. Elle devenait un itinéraire à suivre. Les jours qui suivirent furent faits de gestes minuscules qui, assemblés, dessinèrent un chemin. Madame Jeannette ne prétendit pas tout résoudre en une nuit. Elle posa plutôt des balises. Il y eut d'abord la formalité de trouver un lieu sûr où dormir, puis l'inscription à l'école, la prise de rendez-vous chez un médecin, pour des bilans administratifs, rien d'intrusif, des discussions sur la tutelle. Les mots juridiques restèrent en grande partie hors du regard de Benjamin. Il apprit par fragments, comme on assemble un puzzle, des signatures, des visites, des papiers dont on lui expliquait la portée sans en faire un théâtre. Ce qu'il comprit surtout, c'était que quelqu'un lui donnait du temps et que ce temps pouvait se transformer en apprentissage. Les premières semaines dans un foyer qui n'était pas la rue furent déconcertantes. Un lit avec une couverture propre, un lavabo qui fonctionnait sans lui demander d'argent, des repas réguliers, autant d'objets simples qui le mirent autant en joie qu'en alerte. Il fallut apprivoiser la politesse quotidienne. Comment on dit bonjour, comment on range, comment on demande de l'aide sans se sentir redevable au point d'en être étranglé. Mirabelle venait souvent, elle racontait l'école comme on lit une carte postale. Des couleurs, des rituels, des camarades. Madame Jeannette, discrète, veillait à ce que Benjamin ait des livres, des stylos, un manteau. Elle invitait parfois des enseignants à rencontrer l'enfant sans en faire un spectacle. La circonspection était la règle, la volonté de préserver la dignité, le fil conducteur. L'inscription officielle à l'école Saint-Pierre fut une étape où le réel prit des contours administratifs plus nets. On lui remit un emploi du temps, un uniforme prêté le temps que ses vêtements soient remplacés, et une carte d'accès qui ressemblait à celle que les autres élèves brandissaient sans y penser. La première matinée fut une succession de sensations nouvelles. La chaleur d'une cantine, la fraîcheur d'un hall tapissé d'affiches, le claquement des semelles sur le couloir. Il eut l'impression, étrange et douloureuse, d'entrer dans un monde où tout jusque-là lui était interdit et qui pourtant l'accueillait sous condition. Les regards furent un mélange, curiosité, méfiance, indifférence, et parfois une gentillesse maladroite. Les difficultés ne tardèrent pas. Certains camarades bousculaient, d'autres murmuraient sur son passé. Certains profitèrent de la naïveté de celui qui n'avait pas appris les codes sociaux attendus. À la cantine, il apprit la hiérarchie des tables. Dans les couloirs, il comprit que les peluches et les jeux d'enfants, pour lui, étaient des territoires inoccupés. Il sut aussi ce qu'était la solidarité douce. Une main pour l'aider à monter un escalier, une fille qui lui laissa son livre quand il n'en avait pas. Ses gestes, minces, se comptaient et formèrent la rive où il pouvait s'assurer. Madame Linda devint un repère. Elle n'adoucit pas son regard, mais elle sut reconnaître le travail réellement accompli. Elle prit en charge une partie du suivi scolaire, le conseilla sur la manière d'organiser ses cahiers,
insista pour qu'il structure son temps. Elle n'accepta pas les excuses faciles, mais elle n'adora jamais le garçon pour en faire un héros. Elle le força à être rigoureux. « Le savoir rigoureux n'est pas une faveur, Ben, » répéta-t-elle souvent. Ces mots, qui auraient pu être froids, furent pour lui une encre. Si l'on ne lui donnait pas tout, on lui demandait d'honorer ce que l'on lui offrait. L'année scolaire se déroula en crête et en repli. Il dut rattraper des apprentissages manqués. Il dut lutter contre la fatigue. Pour contribuer, il accepta un petit travail d'après-midi. Aider à la bibliothèque municipale, classer des livres, nettoyer des rayons. La bibliothèque devint un autre sanctuaire. Là, il pouvait toucher des livres que personne ne surveillait avec sévérité, lire des pages de romans, découvrir des mathématiques plus structurées. Parfois, il s'y installait après les cours et travaillait jusqu'à la fermeture, puis rentrait sous la protection silencieuse d'un lampadaire. La vieille métaphore se renouvelait. La lumière de la bibliothèque prolongeait celle du lampadaire, une chaîne de veilleurs. 2 années passèrent, marquées par un rythme d'effort qui ne connaissait pas d'arrêt complet. Benjamin trouva dans l'école non seulement des savoirs, mais des adultes qui jouaient le rôle de tuteurs. Madame Jeannette soutint sa demande d'entrer dans un programme d'appoint pour jeunes en situation difficile. Sans promesses et sans fausses assurances, elle mobilisa des ressources. Une petite bourse, des heures de tutorat offertes par des professeurs bénévoles, l'exemption d'une partie des frais pour ses manuels. Il y eut des réunions où l'on parla de pédagogie adaptée, d'inclusion, mais aussi des nuits où il dut apprendre seul, sur des tables de cuisine, le souffle court comme un coureur. Un soir d'hiver, assis à la table d'une cuisine qui sentait la soupe, il ouvrit un livre de physiologie qui appartenait à un élève en terminale. La médecine avait été, un temps, l'image qu'il avait eue. Soigner comme sa mère n'avait pas pu l'être, offrir des mains qui apaisent. Mais ce soir-là, en lisant les chapitres sur la transmission du savoir médical, il sentit son cœur tirer vers autre chose. Les médecins soignent les corps, les professeurs allument des esprits, pensa-t-il. Cette phrase, prononcée d'abord comme une intuition, prit forme peu à peu. Il aimait expliquer. Il aimait traduire le compliqué en simple. Il aimait que la compréhension naisse d'un regard qui s'éclaire. Sa promesse à la mère, qui, dans son souvenir, soupirait pour que d'autres puissent avoir accès au savoir, trouva une destination claire. Il choisirait l'enseignement. La décision n'effaça pas le besoin de cheminer vers un diplôme. Il lui fallut obtenir des qualifications, valider des examens, faire des stages. Le parcours universitaire n'était pas une route pavée, c'était une série d'escaliers parfois pénibles. Il s'inscrivit à un cursus de sciences de l'éducation dans une université proche, financé par une bourse municipale complétée par des dons privés que Madame Jeannette avait sollicités auprès d'un réseau de mécènes qu'elle connaissait. Il dut alterner cours du matin et petits emplois le soir, surveiller des jeunes à la bibliothèque, donner des cours de soutien, parfois distribuer des flyers pour une association culturelle. Les journées étaient de longues. Il y eut des matins où ses yeux restaient lourds. Pourtant, quelque chose de puissant le poussait, l'image de sa mère, l'odeur de la craie sur le tableau, la certitude qu'il faisait ce qu'il devait. Les obstacles sociaux ne disparurent pas. Il essuya encore des remarques, parfois d'une méchanceté froide. « Tu n'es pas du même monde. » D'autres fois, une incompréhension presque paternelle. « Comment pouvais-tu survivre sans… » Et le manque de papier administratif se fit sentir dans certains dossiers. Mais à chaque difficulté, des adultes et des camarades intervinrent. Un professeur qui accepta de prolonger un délai d'écriture, un directeur de stage qui le prit malgré son parcours atypique, une camarade qui lui apporta des notes qu'il avait manquées. Mirabelle, maintenant adolescente, resta un fil solide. Elle venait souvent assister à ses présentations de travaux, lui envoyait des messages de soutien et riait à ses petites manies. Le temps passa, les diplômes arrivèrent un à un, le baccalauréat obtenu après nuit de révision, la licence en sciences de l'éducation avec mention due à des travaux de terrain où il montrait ce qu'il savait faire, rendre accessible. On le remarqua pour sa capacité à improviser des exercices simples permettant la compréhension d'élèves de milieux défavorisés. Il trouva une place pour un mémoire consacré à l'approche pédagogique envers les jeunes en rupture sociale. Son travail fut salué pour sa sensibilité et son pragmatisme. Dans ces années, la lampe qui avait été un lampadaire se transforma en lampe de bureau, en projecteur d'amphithéâtre. Les images de sa jeunesse servaient de matière première à sa réflexion. Pour gagner sa vie, il accepta différents emplois. Animateur dans un centre de loisirs, surveillant dans une maison d'étudiants, assistant pédagogique à mi-temps. Ces emplois, parfois humbles, lui donnèrent en retour un terrain d'entraînement.
Il commença à enseigner à des groupes restreints, d'abord en soutien scolaire pour des enfants en difficulté, puis en tant qu'intervenant pour des ateliers du soir. Ses méthodes étaient simples. Partir d'un besoin concret, utiliser des objets, rendre la notion vivante. Les élèves parlèrent d'un enseignant qui savait écouter, qui avait la patience de recommencer. Voir des yeux s'illuminer eut sur lui un effet presque physique, une chaleur qui balaya la fatigue. Il fallut encore des épreuves. À 23 ans, sur un concours pour un poste de professeur dans un établissement public, il faillit échouer en raison d'une erreur administrative dans son dossier. Un document mal tamponné, une date manquante. La bureaucratie, implacable, mit sa carrière en suspens pendant des mois. Cette période fut rude. Il bascula parfois dans le doute. Les nuits furent longues, ponctuées par la lampe de son bureau et par la musique douce d'une ville qui ne dort jamais tout à fait. Mais là encore, Madame Jeannette se montra déterminée. Elle prit des appels, organisa des rendez-vous, et surtout, elle lui rappela que les embûches administratives n'étaient pas le reflet de sa valeur. Au bout de 6 mois, la paperasse fut rectifiée, et il obtint finalement un poste en tant qu'enseignant contractuel dans une école de quartier. Son premier poste officiel fut modeste. Remplacement, heures supplémentaires, classe mixte. Il accepta chaque mission comme une chance de s'exercer. La première fois qu'on l'envoya devant une classe à Saint-Pierre, la même école où tout avait commencé, il sentit le vertige. Entrer dans cette cour comme adulte, comme professeur, portait en lui une charge émotionnelle presque trop lourde. Il resta un instant dans l'embrasure de la porte, regardant les pupitres, la fenêtre, l'endroit d'où jadis il avait écouté. Une chaleur familière l'envahit, la craie, la poussière de livres, la lumière qui venait d'en haut. Il alla au tableau, prit une craie et, sans faire étalage de son histoire, commença à expliquer. Son style d'enseignement était sans ostentation. Il ne commença pas par raconter sa vie pour susciter la pitié. Il présenta une idée, la découpa, demanda aux élèves de la reformuler, de la reproduire, de l'illustrer. Sa méthode surprit les enfants habitués aux leçons classiques. Il utilisait des objets, des gestes, des images, il posait des questions qui faisaient réfléchir. Il n'hésitait pas à faire des erreurs en public pour mieux montrer comment on corrige, comment on apprend. Les réactions furent diverses, quelques rires, quelques regards sceptiques, surtout chez des élèves qui n'avaient pas l'habitude d'être traités comme des interlocuteurs. Mais progressivement, la salle changea. Les mains se levèrent plus souvent. Un enfant qui venait d'une rue difficile comprit quelque chose qu'il n'avait pas saisi depuis longtemps et poussa un petit cri de joie. La nouvelle de sa nomination et de ses méthodes franchit les murs. Il reçut des lettres anonymes et des compliments discrets. On le trouva différent, tendre, ferme. Il eut aussi des critiques. Certains estimaient qu'il surinvestissait les histoires personnelles dans sa pédagogie. Il apprit à doser le partage intime, utile et jamais central. Sa dignité demeurait intacte. Il n'utilisait pas son passé pour manipuler. Il s'en servait comme d'une carte pour aider ceux qui, eux aussi, avaient des chemins sinueux. Le moment le plus fragile de ces années survint un hiver où un ancien compagnon de rue, un jeune homme qu'il reconnaissait à peine, frappa à la porte de l'école pendant la pause. L'homme recherchait de la chaleur, un repas, un lieu pour dormir. Les protocoles ne permettaient pas de faire grand-chose. La direction hésita. Benjamin demanda à parler en privé avec lui, l'écouta, trouva des solutions modestes, une orientation vers un centre d'aide, des numéros de contact, une promesse de le revoir. Ce fut un rappel brutal. Il venait d'où il venait, et chaque jour dans sa classe, il portait aussi cette responsabilité silencieuse. Enseigner, comprit-il alors, n'était pas seulement transmettre des connaissances. C'était parfois proposer des petites routes pour des vies bloquées. Les années qui suivirent consolidèrent son statut. Il obtint un poste fixe à Saint-Pierre. Les évaluations le plébiscitèrent pour sa capacité à augmenter l'intérêt et le taux de réussite des élèves en difficulté. Il remplaça des méthodes froides par des projets concrets. Un atelier d'écriture où chaque élève devait inventer l'histoire d'un objet trouvé, un projet scientifique qui partait d'une question de la cour, une exposition où les parents étaient invités. Ces initiatives firent naître une communauté plus attentive. Mirabelle, désormais bibliothécaire adjointe à la médiathèque de la ville, venait parfois animer des lectures. Madame Jeannette assistait aux rencontres de parents en observatrice satisfaite, et Madame Linda, devenue directrice adjointe, lui offrait des conseils d'expérience. La boucle approchait de sa plus belle forme un matin de printemps, 10 ans après la promesse. L'école organisa une cérémonie pour inaugurer une nouvelle salle dédiée aux ateliers pédagogiques, un lieu lumineux, aux murs peints de couleurs apaisantes et dont la fenêtre donnait sur la cour. Les anciens élèves furent invités,
On évoqua les parcours remarquables. Benjamin fut sollicité pour tenir le discours d'ouverture. Lorsqu'il monta sur l'estrade, il sentit une émotion qu'il n'avait pas connue depuis l'hôpital où sa mère avait rendu son dernier souffle. Il ne se présenta pas comme le garçon de la rue. Il parla des lumières qui aident, de la nécessité de tendre la main, de l'éducation qui transforme. Sa voix trembla à peine. Elle était claire, mesurée. Puis vint l'instant précis que la ville retiendrait comme image forte. Il fut invité à donner une leçon inaugurale dans la même salle où il avait jadis écouté à travers une fenêtre. Les pupitres étaient-ils neufs, la craie plus fine, mais l'écho fut le même. Il prit la craie, regarda la fenêtre comme on regarde un amont, et écrivit le premier mot. Il raconta, sans s'appesantir, comment il avait appris sous un lampadaire, comment une fillette qui partageait une tartine avait été le début d'une chaîne. Il demanda aux élèves de lever les yeux et de chercher la lumière. « La lumière n'est pas seulement ce qui éclaire, dit-il. C'est ce qui fait que quelqu'un vous dit « tu peux le faire ». La salle resta silencieuse. Mirabel pleurait à peine, ayant caché ses larmes dans la doublure de sa veste. Madame Jeannette souriait, discrète, comme si elle pesait en silence la mesure de ce qui était accompli. D'anciens collègues, des parents, quelques habitants de la rue étaient beaux présents. Après la leçon, des élèves vinrent le remercier, d'autres le regardèrent comme l'incarnation possible d'un avenir. Un jeune, du fond de la classe, demanda « Monsieur Ben, comment avez-vous fait pour ne pas abandonner ?» Il répondit avec la simplicité qui avait toujours été la sienne. Un jour après l'autre, un cahier après l'autre, et des personnes qui m'ont tendu la main quand j'en avais besoin. La reconnaissance publique fut humble mais réelle. On lui proposa de coordonner un atelier pour jeunes en décrochage scolaire. Il accepta, non pour la gloire, mais parce que ces ateliers rassemblaient en ce qu'il aimait. Transformer le manque en capacité, bâtir des ponts entre l'école et la vie. Il prit aussi le temps, privatif, d'aller rendre visite à d'anciens camarades qui n'avaient pas réussi à s'insérer. Il leur parlait sans jugement, proposait des pistes, parfois une simple référence. Il sut que sa réussite n'effaçait pas la fragilité du monde. Il resta vigilant. La promesse faite sur un lit d'hôpital retrouva son sens profond dans le regard des enfants qu'il formait. Il ne devint pas un symbole creux. Il resta un enseignant qui travaillait, qui s'épuisait parfois, qui célébrait chaque progrès comme une victoire. Son sac en bandoulière, usé désormais par des années d'usage, avait changé de fonction. Il ne portait plus seulement des cahiers arrachés, il transportait des dossiers pédagogiques, des évaluations, des objets trouvés à distribuer lors d'activités. Le sac était devenu l'emblème discret d'une trajectoire transformée. Les années amenèrent aussi des projets plus vastes. Il participa à la création d'un petit réseau d'accompagnement pour enfants vulnérables dans la ville, réunissant associations, écoles et acteurs locaux. Son regard sur la pédagogie s'élargit, il prôna des méthodes basées sur la dignité, sur le respect des rythmes, sur l'apprentissage par l'action. On l'invita à donner des conférences modestes, à partager son expérience devant des auditoires parfois surpris par la force de ce chemin. Un soir où il rentrait chez lui après une longue journée, la lumière du lampadaire qui dominait son chemin jeta son halo familier. Il s'arrêta, sans nostalgie douloureuse, mais avec reconnaissance. Il posa la main sur le métal froid du pied du lampadaire et pensa à sa mère. « Je l'ai fait », murmura-t-il, moins comme une déclaration publique que comme un échange intime. Les mots avaient l'impuissance parce qu'il avait travaillé pour eux. L'épilogue de cette histoire, qui n'est pas une fable mais une suite de faits tissés, ne tient pas dans un moment unique. Il tient dans la succession de petites décisions. Tendre une assiette, offrir un cahier, prolonger un délai, aider un compagnon, donner une seconde chance. Il tient aussi dans la capacité d'une communauté à reconnaître en un jeune une possibilité plutôt qu'une condamnation. Benjamin, devenu professeur, donna à son tour la lumière. Il devint la source vers laquelle des enfants, autrefois comme lui, pourraient se tourner. La salle où il enseigna regorgeait désormais d'objets porteurs de mémoire. Une chaise usée dont il avait refait la couture, un poster sur la table périodique qu'il avait collé pour aider un élève, un pot de feutre que Mirabel avait offert. À la fin d'un cours, il aimait s'arrêter un instant et regarder les visages devant lui. Il les prit souvent par la main, non pour les guider vers ce qu'il avait vécu, mais pour leur montrer qu'il existait des routes. « On n'a pas tous les mêmes départs », disait-il parfois, mais l'envie d'apprendre peut nous rejoindre tous. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui croit que l'éducation peut changer des vies.